actuelle, toutes les sciences sont touchées par des formes diverses de négationnisme, de révisionnisme, de complotisme, qui ont des conséquences plus ou moins visibles auprès du grand public. Alors, le complotisme est un thème ancien, redevenu à la mode surtout à partir des années 2000. Elle est devenue également un phénomène omniprésent et pluriel qui, des groupes confidentiels, est passé aujourd'hui dans la sphère publique. Et elle est même devenue, ou même redevenue, un argument dans la rhétorique publique de certains hommes politiques. J'en évoquerai quelques-uns, je sais que vous avez déjà un nom en tête. Les sciences occupent aujourd'hui une place centrale dans les scénarios complotistes, auxquels elles ont donné une nouvelle jeunesse. La popularité des théories complotistes s'est surtout démultipliée grâce aux innovations technologiques liées à l'informatique, l'arrivée d'Internet, sa généralisation et la création de ces différents supports d'expression dans les années 90 et 2000, comme par exemple les réseaux sociaux, mais aussi les blogs, les forums de discussion, ont pris une place très importante et sont devenus les moyens de diffusion privilégiés de ces théories. Alors pourtant la science, vous le savez je pense, a en général par nature une démarche opposée, située à l'opposé du complotisme, car elle est rationnelle, elle se base sur l'expérience vérifiable, vérifiée et revérifiée, et donc a priori elle est incompatible avec un raisonnement dont l'un des principaux postulats pose que les preuves du complot sont cachées, alors que normalement dans l'expérience montre l'inverse. De là nous pouvons nous poser la question suivante: comment les sciences, absentes au départ de la théorie du complot, telle que cette dernière s'est développée et exprimée depuis ses débuts au XVIIe siècle, en sont devenues une des dimensions quasi incontournables? Pourquoi ce lien s'est opéré? Et nous relevons donc là deux cas de figure. Dans le premier cas, la science est instrumentalisée, très clairement, car elle donne une façade rationnelle de rigueur et de sérieux à ce qui, paradoxalement, ne peut être prouvé. Donc il y a un paradoxe à étudier. Et dans l'autre cas, elle est accusée comme le moyen employé par les comploteurs de parvenir à leur fin, c'est-à-dire de dominer, voire même d'exterminer le monde, c'est-à-dire d'entretenir un projet génocidaire. Donc, à ce titre, il est logique de voir une progression du complotisme qui souvent colle chronologiquement au progrès scientifique majeur, avec d'ailleurs des doutes, parce que tout progrès scientifique a toujours été accompagné de doutes et parfois de remises en question. C'est quelque chose qui n'est pas en fait en soi véritablement nouveau. Mais parfois on peut observer un décalage dans le temps entre l'innovation scientifique, le doute et la théorie complotiste qui va émerger. Donc j'essaierai de le mettre un petit peu en avant pour certaines. Mais dans le même temps, ces théories qui utilisent et manipulent la science n'y neuf qu'à moitié, dans le sens où, comme nous le verrons, souvent elles ne font que recycler les mêmes idées et des schémas qui existent depuis, pour les premières, le XVIIe siècle. Je précise à toutes fins utiles qu'ici, je ne parle pas des sciences humaines, je parle plutôt des sciences dites, alors, je ne vais pas rentrer dans les polémiques de terminologie, mais plutôt les sciences dites dures, c'est-à-dire sciences physiques, chimie, astronomie, mathématiques et toutes les applications qui vont autour. Donc, sciences humaines, darwinisme, là, je n'en parle pas, c'est volontaire, c'est fait pour encadrer le propos. Alors, dans un premier temps, donc, nous allons revenir sur les origines et les mécanismes de la théorie du complot. Alors, pour introduire cette première partie, je reprendrai ici deux définitions centrales qui sont données par un des spécialistes français de la théorie du complot, Pierre-André Taguieff, que vous pouvez retrouver ici. Alors tout d'abord, un complot. Un complot est un projet concerté secrètement contre la vie ou la sûreté de quelqu'un ou d'un groupe de personnes ou d'une institution. Il présuppose l'existence d'un accord secret ou d'une entente secrète entre plusieurs personnes, donc les comploteurs, accord secret que l'on appelle souvent conspiration. Et le complot a une réalité historique. Alors, je vais juste vous donner un exemple très ancien, l'assassinat de Jules César. Voilà. La deuxième définition à retenir, le complotisme, alors lui se définit plutôt comme une vision de l'histoire, et le fait que cette dernière et les grands événements s'expliquent par un projet concerté secrètement, parce que mauvais par essence pour l'humanité, par un petit groupe d'hommes en vue de conquérir et ou de dominer un ou plusieurs pays, voire le monde, à l'aide de manœuvres secrètes. Et ce groupe d'hommes, qui est forcément redoutable, est caché et il est par essence malfaisant. Alors, ce complotisme est animé par quatre grands principes que je vous détaillerai plus loin. Alors, à cela, il faut rajouter que la notion de théorie du complot en elle-même a été formulée par un philosophe anglais en 1945, qui est Karl Popper, dans un ouvrage qui s'intitule « La société ouverte et ses ennemis », en particulier le tome 2,
Voilà, pour resituer globalement quand est-ce que cette notion justement a été élaborée. Alors ces deux définitions là que je vous ai données, complot et complotisme, il faut bien les garder en tête parce qu'il faut les distinguer de faits ou de notions qui souvent sont présentées comme faisant partie du monde complotiste, alors qu'en fait il s'agit de supercheries qui effectivement utilisent un petit peu la science. Par exemple le monstre du Loch Ness, en fait c'est un montage photo et en fait c'est une supercherie qui a instrumentalisé la photo à ses débuts par exemple. Donc voilà par exemple. Alors, dans un premier temps, donc pour ses origines, je vais revenir sur les deux foyers de naissance et de diffusion de la théorie du complot, du complotisme, l'Europe et les États-Unis, avec tout d'abord la France et l'Europe. Alors, je ne vais pas revenir ici sur l'antijudaïsme européen, qui a débouché après sur les fameuses notions, les théories complotistes sur lesquelles les juifs complotent pour dominer le monde. Je vais juste retenir ici le premier texte qui fait mention d'un complot complètement fictif. Alors c'est le Monitas Secreta, je vous donne le titre en abrégé. En français, Instructions secrètes. Un texte qui a été imprimé en Pologne en 1613 ou 1614. Parce que là aussi, dans les années 50 et 60, il y a quand même un certain enthousiasme, mais aussi un discours rassurant de la part des industriels sur les bienfaits de la science. Alors on peut rappeler notamment d'images de personnes qui viennent assister aux tests atomiques dans le désert. Ils viennent contempler l'explosion atomique, juste des petites lunettes pour se protéger. Bon, voilà. Voilà. Donc oui, il y a un discours aussi très rassurant de la part du monde du secteur industriel et scientifique. Alors le tournant s'effectue surtout dans les années 70 et 80. Alors pourquoi? Parce que d'abord une série de scandales de catastrophes et de scandales sanitaires ont éclaté. Dans un contexte où également l'écologie commence à faire son apparition. Alors, des catastrophes majeures, vous avez des catastrophes majeures à l'échelle mondiale, des scandales, mais aussi des complots aussi qui sont révélés, qui sont réels, qui impliquent le monde scientifique et qui ont des répercussions majeures auprès des opinions publiques. Alors, par exemple, il y a des doutes qui se sont insinués comme ça au fil du temps. Alors, les vaccins, justement, je vous en parlais tout à l'heure. Donc, en fait, les vaccins, c'est pas ancien, même ça date du 19e siècle dans l'absolu. Vous avez des accidents technologiques et industriels majeurs qui ne sont pas acceptables aux yeux de l'opinion publique. Alors, par exemple, en France, en 1961, vous avez eu l'affaire du thalidomide, qui était une molécule utilisée comme antinauséeux chez la femme enceinte. Mais en fait, il y avait des effets secondaires particulièrement négatifs, puisqu'elles entraînaient des malformations du fœtus. Par exemple, vous avez eu des catastrophes technologiques et scientifiques majeures. C'est la Photoshop que j'ai retrouvée signée Raghu Gram qui a couvert pour l'agence Magnum la catastrophe de Bhopal en Inde. Donc qui a eu en décembre 1984. Il y a une fuite de gaz dans l'usine de pesticides qui appartenait à l'Union Carbide. Et au total, il y a eu 3500 personnes qui sont mortes. Et en fait, il y a les scientifiques et Union Carbide n'a jamais assumé et n'a jamais indemnisé à la hauteur les victimes en Inde. Vous avez eu Minamata, vous avez eu Tchernobyl en 86, donc des catastrophes qui sèment le doute. Vous avez eu également des négligences aux conséquences très graves. Alors par exemple, l'affaire du sang contaminé dans les années 80. Vous avez eu aussi des scandales liés à des laboratoires. Alors scandales qui des laboratoires qui ont effectué des tests dans des pays du Sud. Alors surtout sur le continent africain, en dehors de tout protocole réglementaire. Et ces tests ont provoqué parfois plusieurs dizaines de morts et ont soulevé de très nombreuses questions éthiques à juste titre. Par exemple, vous avez eu au Nigeria en 1996 le laboratoire Pfizer qui a testé le Trovan, un antibiotique contre la méningite, et ce test a provoqué, qui se faisait vraiment en dehors de tout protocole, pour des raisons économiques et financières. Cela a causé la mort de plusieurs dizaines d'enfants et de graves séquelles cérébrales pour les survivants. En 2005, vous avez eu le tenofovir, un antiviral douteux contre le sida qui a été testé là aussi sur des populations nigérianes avec des conséquences dramatiques. Voilà. Alors, à côté de ça, vous avez aussi des maladresses, parfois provoquées par les États eux-mêmes. Alors là, je vais reprendre justement le cas des vaccins, puisque c'est à la mode, justement. Alors, les vaccins ont quand même, la vaccination a quand même permis de faire reculer très massivement en fait, des maladies qui étaient mortelles. Et pourtant, les vaccins, très tôt, dès le XVIIIe siècle, ont fait l'objet d'une défiance.
Défiance qui s'est très fortement accentuée. Alors par exemple, vous avez Emmanuel Kant au XVIIIe siècle qui se déclare opposé à la vaccination parce que pour lui ce n'est pas naturel. Donc je ne vais pas trop développer les motivations de Kant, mais le doute est présent. Et en fait, auprès de certaines populations, la vaccination qui engendre souvent une cicatrice très particulière est vécue comme un marquage infâme. Donc ce marquage est mal vécu. Voilà. Et vous avez aussi la question du libre arbitre, du libre choix, parce que très rapidement les États se posent la question de la vaccination obligatoire et se posent la question du libre arbitre. Est-ce que l'individu peut avoir le choix ou pas? Et parfois les populations réagissent très mal à l'obligation vaccinale. C'est le cas notamment au Brésil en 1903, où l'État de Rio essaie d'imposer la vaccination pour lutter contre la fièvre jaune et la variole. Et ils tentent de l'imposer, les populations le vivent extrêmement mal et cela dégénère en émeute pendant plusieurs jours. Et finalement, l'État décide de suspendre la vaccination obligatoire et la reprendra quelques années plus tard. Voilà, donc une défiance totale. Alors, voilà, vous avez ces maladresses, on pourrait les multiplier, hein. Mais aussi, vous avez aussi des vrais complots, parfois, qui sont mis à jour. Donc, qui prouve bien qu'il y a complot. Voilà. Alors, moi, j'en ai retenu un que j'aime tout particulièrement. J'ai retenu par le biais d'une étude qui a été menée par un historien des sciences, un historien américain des sciences, Robert Proctor, qui travaille à l'université de Stanford aux États-Unis, qui a étudié notamment l'industrie du tabac et qui a très magistralement démontré dans son livre Golden Holocaust la conspiration des industriels du tabac, publié en 2014, comment les industriels alliés aux scientifiques ont élaboré la cigarette en toute connaissance de cause sur la nocivité, et comment ils ont toujours eu un coup d'avance avec de la publicité mensongère vantant les bienfaits du tabac, le tabac est bon sur la santé, comment ils ont payé des médecins qui ont accepté de relayer ce discours de bien-être, de santé, de bonheur que procurait la cigarette. Je vous invite à lire cet ouvrage monumental. C'est un énorme pavé, mais qui est vraiment très très bien documenté. Robert Proctor a travaillé avec la déclassification des archives des industriels du tabac, déclassification qui a été ordonnée par la justice américaine lors des grands procès qui ont été intentés par des fumeurs tombés malades. Voilà. Et cette étude est passionnante parce qu'elle démontre bien comment des scientifiques se sont mis au service de l'industrie et d'une puissance moyennant finance. Donc dans l'esprit du grand public, effectivement, le complot peut exister, ça existe. Voilà. Alors, pour cette troisième partie, donc je vais vous présenter quelques théories du complot et donc une petite typologie. Alors, assez personnel, hein, j'ai essayé, donc je vais vous présenter quelques cas, j'espère que je vais avoir le temps de vous présenter toutes celles que j'ai pu, je pense que je vais pas parler dans le temps. Bon alors, je vais vous donner le choix, vous voulez le Moonhawks, les chemtrails ou le sida? La Lune. La Lune? On est d'accord pour la Lune? Bon d'accord, voilà, au choix. Alors, la Lune, c'est la théorie complotiste la plus célèbre. Le Moonhawk est devenu un petit classique. Alors, un petit rappel des faits. Donc, le 21 juillet 69 a lieu la mission Apollo, l'homme marche sur la Lune. Et en fait, en 1974, 2 ans après la fin du programme lunaire américain, un certain Bill Kaysing, qui avait travaillé dans une usine que la NASA avait sous-traitée pour fabriquer les fusées, publie à compte d'auteur un petit texte de 87 pages divisé en 12 chapitres intitulé « Nous ne sommes jamais allés sur la Lune, l'escroquerie américaine à 30 milliards de dollars ». Voilà, vous avez une des couvertures. Voilà, Bill Kaysing, vous l'avez ici. Et en fait, ce texte est principalement nourri de photos, alors de très mauvaise qualité, et de toute une batterie de questions, de remarques et d'affirmations. Donc vous en avez un petit échantillonnage. Le livre est disponible sur Google en PDF, il circule assez facilement. Donc vous voyez un texte très sommaire et des photos en noir et blanc. Et en fait, le but, c'est vraiment de faire douter de la réalité de la mission lunaire par ces questions et ces affirmations, des contre-vérités. Par exemple, page 21, Stars, where are the stars? Où sont les étoiles? Le questionnement qui reste. Voilà, ça vient de là. Et en fait, cette version a été renforcée lors de la sortie d'un film qui s'appelle Capricorn One, réalisé par Peter Hyams en 1978. Alors, cette fiction, un film qui est plutôt sympathique, raconte l'histoire d'une conspiration visant à faire croire à un vol habité sur Mars. Et en fait, ce vol ne pouvant pas avoir lieu, finalement, la mission est filmée en studio. L'idée vient de là. Et ce scénario, qui est issu vraiment de la culture pop, est repris par les complotistes. Alors, à une époque d'ailleurs où les Américains doutent de leur gouvernement, on est en plein scandale du Watergate, les Américains essaient de digérer la défaite du Vietnam.
Mais par contre, c'est vrai que, comment dire, pour l'instant, à cette époque, le Moonhawks ne prend pas véritablement, puisqu'à cette époque, jusqu'à la fin des années 90, seuls 6% des Américains font preuve de scepticisme par rapport à cette mission lunaire. Donc ça reste très 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 confidentiel. Alors le tournant s'opère en 2001, puisque la chaîne TV Fox, dont le grand succès à l'époque justement, X-Files, diffuse un documentaire qui s'appelle Conspiracy Theory, Did We Land on the Moon, qui a été réalisé par Craig Tipley. Et Craig Tipley en fait fait venir Bill Kaysing, qui en fait ressort ces mêmes vieilles théories. Et à cette époque, bon, il les enrichit de nouveaux doutes et de nouvelles interrogations, d'ailleurs au passage, toujours pour renforcer le doute et un peu renouveler aussi son stock d'arguments. Et en fait, le documentaire a un effet sans appel, puisqu'au lendemain de la diffusion de ce reportage, on passe de 6 à 20% d'Américains qui ne croient plus à la mission Apollo et au fait que l'homme ait marché sur la Lune. L'année suivante, en 2002, un deuxième documentaire destiné, alors là par contre c'est une histoire malheureuse, un documentaire qui était destiné à démonter le Moonhawks avait été tourné, il s'appelait Opération Lune. Et William Carell, le but de William Carell était de montrer comment on pouvait monter une théorie complotiste. Et en fait, ce documentaire a été repris, détourné, et les complotistes le font passer pour un reportage totalement authentique. Au grand désespoir de William Carell, finalement, qui a échoué dans sa tentative de démonter l'argumentaire complotiste. Et le dernier rebondissement, qui explique toujours pourquoi cette théorie est toujours en cours à l'heure actuelle, en 2013, vous avez un documentaire complotiste intitulé Room 237, a repris d'ailleurs cette idée du scénario. Et ce documentaire a suggéré alors que dans Shining, Stanley Kubrick avait en 1980 mis un message caché selon lequel il aurait tourné lui-même les images de la mission Apollo. Voilà. Et en 2015, un autre documentaire a enfoncé le clou, un documentaire complotiste qui s'appelle Shooting Stanley Kubrick, qui a mis en scène un sosie du réalisateur qui, peu de temps avant sa mort, aurait fait des révélations et aurait avoué avoir tourné ces fameuses scènes. Le tout, bien sûr, dans une ambiance mystérieuse où j'avoue à moitié. Voilà, donc ce qui explique pourquoi cette théorie a toujours rebondi, on entend toujours parler. En fait, c'est une théorie complotiste qui a su se réinventer et compter sur de nouveaux complotistes qui ont enrichi les thèses de Bill Kaysing. En fait. Voilà. Alors je vais conclure puisque vous en avez choisi qu'une et que là j'ai vraiment fait très 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 long. Alors, si la théorie du complot peut avoir des aspects extrêmement farfelus et peut prêter à sourire, alors il ne faut surtout jamais oublier qu'elle sert aussi à nourrir des projets politiques plus vastes qui vont du renversement de la démocratie à la volonté de détruire un État comme par exemple Israël. Donc il ne faudrait pas le sous-estimer et garder en mémoire que le nazisme croyait à la véracité du protocole des sages de Sion, par exemple. Et je terminerai également en signalant un autre impact visible démographiquement des fameuses théories complotistes, puisque par exemple en Afrique du Sud, durant très longtemps, dans les années 90, selon le gouvernement, officiellement le sida n'existait pas, ou du moins était une invention des Blancs pour vendre des médicaments, ou alors le sida n'était pas une maladie si dangereuse que ça, il y avait toujours l'idée du complot de l'Occident, et ça a eu un impact direct sur la démographie, puisque le taux de mortalité était passé de 62 ans en 92 à 54 ans en 2000. Voilà. À partir des années 2000, il y a eu une prise de conscience, et l'Afrique du Sud a pu relancer une politique destinée à redresser la situation. Donc de jamais oublier le pouvoir de nuisance de ces théories du complot. Voilà. Je vous remercie. Pour information, l'intégralité de mon propos, vous trouverez sur le site des Clionautes donc tout ce que je n'ai pas pu développer, avec des petites annotations, vous aurez tout en ligne, en accès public. Voilà. Je vous remercie et si vous souhaitez poser des questions. Oui. Qu'est-ce que vous pensez des sites d'information satiriques qui, d'un côté, cherchent justement à ridiculiser ces théories du complot, mais d'un autre côté, sont parfois utilisés de manière réelle. Et j'ai lu, par exemple, quelqu'un qui donc avait fondé un site comme ça et qui se plaignait d'avoir contribué à l'élection de Donald Trump aux États-Unis. C'est le risque. Alors la satire, quoi qu'il arrive, est toujours bonne pour critiquer. Ça permet de remettre à distance, à mon avis, certaines personnes qui pourraient être amenées à y croire.
Donc elle est utile, mais quoi que l'on fasse, alors je vais être un petit peu pessimiste, mais quoi que l'on fasse, effectivement il y a toujours un risque de se voir détourner. Mais c'est un risque à prendre parce que pour quelques personnes qui vont le détourner et y croire, on peut en convaincre d'autres non du... Voilà. On peut les convaincre. Moi j'ai une question. Oui. Très intéressante. Vous avez un débit très rapide. Oui, trop rapide. Vous n'arrivez pas à suivre. Tout à fait. Je m'en excuse. Je n'ai pas encore très bien ça va passer. Est-ce qu'on peut redire les 4 principes du complot? Parce que moi j'ai noté rien n'arrive par hasard. Décacher les apparences sont trompeuses. Alors, le premier, rien n'arrive par Et hasard. tout est lié de façon occulte. Il y avait. Deux, tout ce qui arrive est le produit d'une volonté cachée. Alors, On va pas attraper le deuxième. tout ce qui arrive, j'aurais dû mettre là. Tout ce qui arrive est le produit d'une volonté cachée. 3, les apparences sont trompeuses. Parce que tout est masqué et on sait très bien se masquer. Donc 1, rien n'arrive par hasard, tout est planifié. 2, tout ce qui arrive est le produit d'une volonté cachée. 3, les apparences sont trompeuses. 4, tout est lié, mais de façon occulte. Mais de façon occulte, oui. Et de préciser que c'est bien sur le site de Clionautes. Oui, mais j'ai précisé. Donc oui, je précise le site, c'est le site des Clionautes. Voilà, si vous avez besoin d'adresse ou de référence, il n'y a pas de souci, je peux les Avec le donner. diaporama. Oui. Voilà.